Et comment, ça va? Dans le royaume de Longue Trélisse, le roi et la reine regardent un groupe d'artistes de cirque se produire pour eux, bien que la reine ne semble pas très intéressée. Soudain, une des artistes ouvre sa cape et montre qu'elle est enceinte, ce qui contrarie la reine et la fait courir dans sa chambre pour pleurer parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Le roi court après elle pour la réconforter, tout en s'excusant, expliquant qu'il ne savait pas que l'artiste était enceinte ou il ne l'aurait pas laissée entrer dans le château. Quelque temps plus tard, un nécromancien rend visite à la famille royale avec une solution, bien qu'il les avertisse que pour amener la vie, quelqu'un d'autre doit mourir pour maintenir l'équilibre. La reine est prête à faire n'importe quoi. Alors le nécromancien explique les conditions. Ils doivent tuer un monstre marin dans le lac et prendre son cœur, qui doit être bouilli par une jeune fille pure, sans que personne ne regarde. Ensuite, la reine doit manger le cœur et elle tombera immédiatement enceinte. Lorsqu'ils arrivent au lac, le roi enfile une combinaison de plongée et plonge immédiatement, où il trouve une énorme créature blanche endormie. Il s'approche prudemment et utilise une lance pour percer son corps, faisant hurler de douleur le monstre alors qu'il commence à se débattre. Dans la lutte, et sans vision claire, le roi reçoit un coup fatal de la queue de la créature. Quelques secondes plus tard, les corps sont récupérés du lac. Mais la reine ne prête pas attention à son mari mort. Elle attend juste que les gardes prennent le cœur de la bête et part avec. Une fois de retour au château, ils trouvent une servante pure de l'équipe et la laissent seule avec le cœur. Dès qu'elle jette le cœur dans l'eau bouillante, elle recule avec un soupir, sentant quelque chose d'étrange dans son ventre. Il s'avère qu'elle tombe magiquement enceinte. Plus tard, la reine dévore le cœur cuit sans hésiter et elle tombe aussi enceinte instantanément. Cette nuit-là, les deux femmes accouchent en même temps d'une paire de garçons en bonne santé. Ensuite, de grandes funérailles sont organisées pour le roi mort, mais la reine ne s'en soucie pas beaucoup, car elle n'a Dieu que pour son fils. 16 ans plus tard, le fils de la reine, Elias, a grandi et est devenu un adolescent vif avec des cheveux blancs particuliers. La reine a toujours un œil sur lui, alors il échappe fréquemment à ses manières obsessionnelles, se faufilant à travers le labyrinthe du château jusqu'à ce que la reine se perde. Ensuite, Elias trouve Johan, le fils de la servante, qui ressemble exactement à Elias. C'est comme s'ils étaient des jumeaux nés de la créature du lac. Les garçons sont attirés l'un par l'autre et adorent passer du temps ensemble, surtout à nager dans le lac car ils peuvent rester sous l'eau très longtemps. Malheureusement, les gardes du château finissent toujours par le trouver et les séparer. La reine n'aime pas que son fils passe du temps avec un paysan et convoque la mère de Johan pour la menacer de bannissement si elle les surprend à nouveau ensemble. Elias entend cela et demande à sa mère de ne pas déranger Johan ou sa famille parce qu'il est comme un frère pour lui, mais cela ne fait que rendre la reine plus en colère et elle ordonne à son fils de ne plus jamais sortir avec Johan. Évidemment, Elias désobéit et continue de rencontrer Johan en secret. Un jour, la reine voit son fils passer et l'appelle pour lui poser une question. Pendant qu'il parle, elle remarque quelque chose d'étrange dans l'odeur du garçon. Après son départ, elle le suit en secret jusqu'à la chambre d'Elias et découvre qu'en réalité, elle a parlé à Johan. Les garçons sont incroyablement heureux de savoir que les gens ne peuvent pas les différencier et rêvent de leur avenir. Ils prévoient de gouverner le royaume à tour de rôle comme un seul roi. Johan envisage même de donner un titre de noblesse à sa mère et son propre château. Leur conversation est interrompue lorsque la reine frappe à la porte, alors Johan se cache rapidement pendant qu'Elias l'invite à entrer. Une reine jalouse rappelle à son fils que personne ne l'aimera jamais comme elle, clairement peu disposée à le partager avec qui que ce soit. Après son départ, Elias montre à Johan un passage secret qui le ramène à la ville par l'abattoir. Alors qu'il parcourt le chemin, Johan est soudainement frappé par derrière et découvre que la reine l'attendait pour le tuer. Un combat s'ensuit alors que Johan esquive ses attaques, mais heureusement, il parvient à s'échapper en se cachant parmi la viande. Cet incident fait réaliser à Johan qu'il n'est pas en sécurité ici. Alors, pour éviter de mettre sa famille en danger, il décide de quitter la ville du château. Elias voit Johan partir et court pour l'arrêter, mais Johan refuse de rester. Cependant, il comprend les inquiétudes d'Elias, alors il laisse quelque chose pour l'aider à se détendre. Quand il perce le tronc d'un vieil arbre, un cours d'eau commence à couler, et Johan dit à Elias de visiter le ruisseau tous les jours. Si l'eau reste claire, cela signifie que tout va bien. Mais si elle devient sale, cela signifie qu'il est en danger. Après le départ de Johan, Elias vérifie l'eau tous les jours et s'assure que les autres enfants ne la salissent pas, vraiment pas. Un après-midi, il est horrifié de découvrir que l'eau est devenue rouge comme le sang, alors il ne perd pas de temps et part à cheval à la recherche de son ami. Sa fuite est signalée à la reine et elle organise immédiatement une équipe de recherche qui s'enfonce dans la forêt, mais il n'y a aucun signe d'Elias. Quelques jours plus tard, Elias arrive dans une petite ville et tout le monde court pour l'embrasser, pensant qu'il est Johan. Il semble qu'il ait disparu depuis qu'il est allé dans la forêt quelques jours auparavant. En même temps, le nécromancien rend à nouveau visite à la reine et propose un nouvel accord. Il ramènera son fils en échange d'un sacrifice, ce que la reine accepte sans même demander plus de détails.
De retour à Elias, il commence à errer dans la forêt à la recherche de Johan, qui se trouve en fait en bas d'une falaise. Quelques jours plus tôt, il est tombé et s'est blessé à la jambe. Alors maintenant, il est coincé là. Il peut entendre Elias l'appeler et essaye de répondre, mais Elias ne peut pas l'entendre. À la place, il attire l'attention d'un monstre horrible qui apparaît devant lui et tente de l'attaquer. Terrorisé, Johan traîne sa jambe en essayant de se cacher à l'intérieur d'une ouverture de grotte, mais le monstre parvient à aggraver sa blessure. À ce moment, Elias apparaît et le monstre se fige. Alors Elias en profite pour le poignarder avec son couteau. Après cela, Elias aide Johan à sortir de la grotte et le ramène à sa nouvelle vie dans la petite ville. Pendant ce temps, la créature se transforme et se révèle être la reine. Dans le royaume de Strongcliff, le roi est connu pour son style de vie de promiscuité. Il est toujours entouré de femmes qui satisfont tous ses désirs, mais il n'en a pas encore trouvé une digne du titre de reine. Un jour, il entend une belle voix chanter une très belle chanson. Le roi regarde par la fenêtre et voit une paysanne au loin, mais quand il essaie de l'appeler, elle court se réfugier dans sa maison. Le mystère ne fait qu'intéresser davantage le roi, alors il envoie un messager à la maison de la femme avec un précieux collier en cadeau pour elle. Lorsque le messager arrive, un seau est poussé par la fenêtre pour qu'il laisse le cadeau car la femme refuse de sortir de la maison. Il s'avère que la femme est Dora et elle vit avec sa sœur, Ima. Elles sont toutes les deux très vieilles et laides. C'est pourquoi elle les évite de sortir le plus possible. Les sœurs sont surprises de voir le collier et Ima pense qu'elle devrait le rendre, mais Dora refuse et le garde parce qu'il la fait se sentir belle. Plus tard dans la nuit, le roi se présente à la porte, demandant la femme à la voix merveilleuse et utilisant des mots doux pour essayer de la convaincre de coucher avec lui, promettant aussi une récompense. Ima pense qu'elle devrait lui dire de partir, mais Dora ne veut pas manquer la chance d'avoir une vie meilleure. Elle ne veut toujours pas que le roi la voie ainsi. Elle lui dit de revenir dans une semaine, et elle le laissera voir son doigt. Le roi est si désespéré qu'il accepte. La semaine suivante, Dora essaie de trouver un moyen de rendre son doigt ridé plus beau, comme le tremper dans de la cire brûlée et appliquer des herbes médicinales, mais il ne fait que devenir plus laid. Quand le roi arrive enfin, Dora panique et prend la main d'Ima, remarquant que la sienne est plus lisse parce qu'elle passe tout son temps à sucer ses doigts. Elle traîne immédiatement sa sœur vers la porte pour présenter le doigt au roi par la serrure, et le roi commence à l'embrasser tout en demandant plus. Impatiente d'aller plus loin, Dora accepte de lui en donner plus, mais à une condition. Elle lui rendra visite au château pendant la nuit et il doit l'attendre sans allumer une seule bougie. Encore une fois, le désespoir du roi le pousse à accepter et il court au château pour faire éteindre toutes les bougies par les serviteurs. Pendant ce temps, Dora demande à Ima de coller toutes ses rides et de les pousser vers l'arrière pour que son corps paraisse plus jeune, ce qui ne sera pas évident dans l'obscurité. Puis, Dora entre dans le château et lorsqu'elle arrive dans la chambre du roi, elle s'allonge immédiatement sur le lit sous les couvertures pour cacher encore plus son corps. Le roi la rejoint bientôt et il passe quelques heures à s'ébattre. Après que Dora se soit endormie, le roi allume une bougie pour mieux la regarder et est horrifié de voir une femme laide et ridée. Il la traite de sorcière et l'accuse de l'avoir trompée avant d'appeler les gardes, qui jettent immédiatement Dora par la fenêtre. Heureusement, elle est toujours couverte par les couvertures et reste accrochée à un arbre, ce qui la sauve de tomber au sol. À ce moment, une sorcière errante trouve Dora suspendue et l'aide à descendre. Après avoir ri, elle remarque à quel point Dora est triste et décide de lui offrir un peu de réconfort en l'allaitant. Après le départ de la sorcière, le corps de Dora commence à se transformer. Sa peau devient lisse et ses cheveux deviennent longs et rouges. Elle est maintenant une belle jeune femme. Alors que Dora est choquée par son nouveau corps, le roi et ses hommes entrent dans la forêt pour chasser un sanglier. Cependant, il est distrait quand il voit Dora, tombant instantanément amoureux d'elle. Quelque temps plus tard, un serviteur du château se rend à la maison d'Ima pour laisser une belle tenue et une invitation au mariage royal. Il s'avère que Dora va épouser le roi et veut que sa sœur soit présente. Ima met la robe et se rend au château, se sentant un peu déplacée mais profitant joyeusement de la nourriture. Quand Dora la voit, elle l'emmène dans une autre pièce et lui raconte ce qui s'est passé, promettant une vie meilleure à Ima quand elle gagnera du pouvoir en tant que reine. Une fois la fête terminée, Ima refuse de partir car elle se sent seule sans sa sœur. Elle se faufile dans la chambre royale et essaie de convaincre Dora de la laisser rester, mais Dora refuse, expliquant que personne ne croira qu'elles sont sœurs à cause de leur différence d'âge apparente. Ima est désespérée de savoir ce que Dora a fait pour devenir belle. Alors, pour la faire taire, Dora lui dit qu'elle a été écorchée. Soudain, elles entendent le roi approcher, alors Dora cache Ima derrière une cloison avant de bien s'occuper de son mari. Curieuse, Ima ne peut résister à l'envie d'épier le couple marié en train de s'ébattre. Mais le roi la voit et pense qu'elle est la vieille dame de l'autre jour. Alors, il fait rapidement expulser les gardes. Désespérée et contrariée, Ima va voir le forgeron et lui demande une faveur.
Elle veut que toutes ses rides soient coupées pour qu'elle puisse aussi devenir belle. Au début, le forgeron refuse, mais il change rapidement d'avis quand Ima le paie avec tous les bijoux de la tenue chic. Quelques instants plus tard, Ima est attachée à un arbre dans la forêt et le forgeron commence à l'écorcher pendant qu'elle crie d'agonie. Quand Ima retourne en ville, elle n'est plus qu'une personne déformée, saignant et au seuil de la mort. Pendant ce temps, dans le royaume de High Hills, la princesse Violette chante une chanson spéciale pour son père, le roi, mais il ne prête pas attention car il a trouvé une puce sur son bras. La petite bête commence à sauter partout sur son corps. Le roi est si amusé par ses espiègleries qu'il ne peut détacher son regard, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'attraper. Dès que Violette termine, le roi emmène la puce dans ses appartements où il commence à la garder comme animal de compagnie. Il lui prépare une jolie petite boîte pour dormir et se pique même le doigt pour la nourrir de son sang. À mesure que la puce commence à grandir, le roi lui apprend de nouveaux tours, comme tirer un petit chariot mécanique. Cette nouvelle obsession le pousse à ignorer ses devoirs royaux. Les semaines passent et le roi commence à prendre le dîner royal pour le ramener dans sa chambre, où la puce a atteint la taille d'un cochon. Une nuit, le roi convoque le médecin de la cour dans ses appartements parce que la puce a atteint la taille d'un cheval, mais elle ne se sent pas bien. Le médecin est effrayé, mais il suit les ordres et annonce une mauvaise nouvelle au roi. La puce est morte. Le roi serre son animal de compagnie bien-aimé dans ses bras et demande au médecin de garder le secret. Quelque temps plus tard, le roi annonce qu'il a trouvé le moyen parfait de choisir le meilleur mari pour Violet. Il suspend la peau de la puce dans la salle du trône et promet que le premier homme qui devinera de quel animal elle provient pourra épouser sa fille. Violette n'est pas heureuse de ce plan car elle préférerait choisir quelqu'un pour sa personnalité. Le roi continue d'ignorer ses désirs. Homme après homme vient dans la salle du trône et essaie de deviner, mais aucun d'eux ne peut imaginer qu'un si grand morceau de peau puisse appartenir à un insecte. Soudain, un ogre sauvage apparaît et grâce à son nez, il parvient immédiatement à dire que la peau est celle d'une puce. Le roi n'a d'autre choix que d'honorer sa promesse, faisant fuir Violet en larmes. Le roi la trouve sur le toit, sur le point de se détruire. Alors, il la fait descendre, lui rappelant que sa réputation sera détruite s'ils ne tiennent pas leur parole et qu'elle doit lui obéir. Sans autre choix, Violet part avec l'ogre qui la fait marcher jusqu'à sa maison. Violette est épuisée au milieu de la forêt, alors l'ogre la prend et la porte jusqu'au bout du chemin. Finalement, ils arrivent au sommet d'une falaise, où Violet découvre que sa nouvelle maison est une grotte sale pleine d'ossements humains. Elle essaie d'éviter l'ogre et sa nourriture horrible autant que possible. Mais l'ogre se lasse d'attendre et la traîne dans son lit pour la prendre de force. Les jours passent, et Violet n'est que sale et misérable. Un matin, elle voit une femme sur la falaise opposée en train de cueillir des herbes et appelle à l'aide. Il n'y a rien que la femme puisse faire de loin, mais elle promet de revenir avec du soutien. Quelque temps plus tard, la femme revient avec toute sa famille, qui se trouve être des artistes de cirque. Un homme lance une corde pour couvrir le vide entre les falaises et marche dessus comme un acrobate jusqu'à ce qu'il atteigne Violet. Puis, il la prend et commence prudemment à marcher sur la corde pour revenir. À ce moment, l'ogre revient et court après eux, se déplaçant sur la corde en utilisant ses mains. L'acrobate se déplace aussi vite qu'il le peut et heureusement atteint l'autre côté avec Violette en sécurité. Ensuite, la famille coupe la corde et fait tomber l'ogre. Après, la famille emmène Violet dans leur charrette et elle parvient enfin à rire à nouveau en regardant leur tour. Malheureusement, l'ogre a survécu et réapparaît, sautant sur la charrette pour commencer à attaquer la famille. Il tue immédiatement 3 personnes. Alors une Violette terrifiée prend un couteau dans un panier et s'enfuit avec les autres. Furieux, l'ogre se lance à nouveau à leur poursuite, alors le groupe essaie de se cacher. Un des artistes boit un peu d'alcool, puis souffle des flammes au visage de l'ogre. Malheureusement, cela ne suffit pas à l'arrêter, et l'ogre attaque à nouveau, tuant rapidement les membres restants de la famille. Violette essaie de s'enfuir, mais maintenant qu'elle est seule, l'ogre la trouve facilement. Pour éviter d'être tuée aussi, Violette fait semblant de l'accepter et le calme avant de grimper sur son dos pour rentrer à la maison. Cependant, dès qu'il bouge, elle utilise le couteau pour lui trancher la gorge. Pendant ce temps, au château, le roi se sent terriblement malade depuis qu'il a perdu sa fille, mais quand un serviteur annonce qu'elle est de retour, il saute immédiatement de son lit. Tout le monde, dans la salle du trône, est choqué de voir Violet avec la tête de l'ogre dans ses bras et s'agenouille devant son pouvoir. Même le roi fait de même, s'excusant de ne pas l'avoir écouté. Quelque temps plus tard, Violette est couronnée reine de High Hills. Elias assiste au couronnement pour représenter Long Trellis, puisqu'il est le dernier membre de la royauté restant. Le roi de Strongcliff est également là avec Dora, qui remarque soudainement quelque chose d'étrange. Sa peau recommence à changer. Paniquée, elle s'enfuit de la cérémonie. Violet ne le remarque pas, car elle est trop occupée à regarder en l'air, admirant un acrobate marchant sur une corde de feu pour célébrer la famille qui l'a sauvée. Finissant ainsi Tale of Tales, film de fantasy et de mystère de 2015. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.